Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille Justice Enfance sur RLP 102.3, un nouveau direct depuis nos studios. Famille Justice Enfance, votre émission, vous nous connaissez maintenant, nous parlons de la famille occidentale contemporaine. Et en cette fin de saison, avant de vous présenter la partie 2 que je vous ai gardée, du docteur, du psychiatre Ben Kemoun, et puis un petit David Guillon que j'ai enregistré pour vous aussi pour l'école à la maison, l'instruction en famille. Ce soir, nous allons clôturer nos directs de l'année en parlant encore une fois de l'aide sociale à l'enfance. Nous l'avons fait la semaine dernière du point de vue du soutien. Nous allons le faire aujourd'hui du point de vue peut-être plus de la communication et du militantisme. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Gianotta. Jean-Claude Gianotta de l'association Unis pour nos enfants. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous consacrer un peu de votre temps pour nous expliquer votre combat. Alors, je voudrais savoir, pour commencer, Unis pour nos enfants, une association qui a été créée il y a 2 ou 3 ans, une association de plus, va-t-on dire, mais en fait, Unis pour nos enfants, qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Alors, Unis pour nos enfants, c'est une association qui est née après 1 an d'organisation sous la forme d'un collectif qui avait été lancé par une maman qui avait 4 enfants et qui risquait d'être placée. Donc, c'est Magali Landa. Elle a eu comme réflexe de lancer une annonce et en disant on doit trouver une solution collective. Et c'est ce terme qui lui est arrivé à l'esprit, il fallait s'unir, donc Unis pour nos enfants. Unis pour nos enfants s'adresse d'abord aux parents, c'est-à-dire on demande aux pères et aux mères de s'unir, de ne pas créer de conflits supplémentaires parce que il y a le père fouettard, en phase 2, qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, qui va prendre prétexte du conflit pour placer l'enfant. Donc il n'y aura pas de gagnant, ni la mère, ni le père, et surtout, ni les enfants. D'ailleurs, j'en profite là pour donner ce point dont on a parlé en off et qu'on n'arrête pas de répéter ici. À une époque, nous on vient de la défense des problèmes dans les divorces et les séparations conflictuelles. Aujourd'hui, les divorces et les séparations conflictuelles, c'est vraiment alerte rouge et danger parce qu'on vient et on vous prend vos enfants. C'est devenu ça aujourd'hui. Bien sûr. D'une situation transitoire, on va dire temporaire, voilà, qui est celle de conflit, forcément conflit, qui pourrait très bien être atténué. Et bien là, l'aide sociale à l'enfance va mettre de l'huile sur le feu. Elle rentre, elle s'insère dans le couple. Elle demande parfois à ce que le divorce soit prononcé. Elle détruit l'image de l'un et de l'autre réciproquement. Auprès des enfants notamment. Oui. Et auprès des enfants. Donc ça s'adresse d'abord aux parents, mais ça s'adresse également à toutes les autres associations. Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres, on va dire, cette volonté de pouvoir fédérer. Au départ, la question a été posée, est-ce qu'on crée une association propre ou on fédère les autres associations ? Et finalement, l'essai de fédérer a été tenté, mais ne réussissant pas, nous nous sommes dit, construisons quelque chose de suffisamment grand. Aujourd'hui, nous sommes représentés dans 35 départements, une centaine d'adhérents, mais nous avons surtout l'ambition d'avoir 10 000 adhérents. Pourquoi 10 000 adhérents ? Parce que la population concernée est autour d'1 million, peut-être 2 millions, autour des 228 000 enfants placés. Si on considère les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ça fait entre 1 et 2 millions. Et donc, il nous faut une association qui soit au moins représentative d'1%, d'où notre souci actuel de nous organiser de manière vraiment sur le mode de l'entreprise. Entreprise bénévole, encore une fois. Et le troisième point à qui nous adressons dans Unis pour nos enfants, et c'est assez paradoxal parce que autant vraiment dans notre expression, dans notre communication, nous sommes en frontal contre l'aide sociale à l'enfance, bien autant nous accueillons
les éducateurs, les assistantes familiales qui viennent à nous, et c'est très très surprenant. Nous avons des assistantes familiales qui nous disent « Monsieur, on me demande d'écrire des rapports. » Alors j'écris des rapports parce que je suis en lien avec les enfants et parfois avec les parents. Donc ils sont toujours favorables, je fais des éloges et ces rapports sont détruits et sont présentés au juge sans qu'on ne les reconnaisse. Et donc ces assistantes familiales viennent nous rejoindre également dans Unis pour nos enfants. Elles ne sont pas nombreuses, les éducateurs non plus ne sont pas nombreux, mais on veut dire aussi, on s'adresse à eux, aux parents. Il faut différencier les individus d'un système collectif. Moi, je n'arrête pas de rencontrer régulièrement des intervenants de l'ASE, des éducateurs, des éducatrices, des personnes qui travaillent dans ce système et qui sont en désaccord avec l'effet global de la mécanique, de la machinerie à laquelle ils appartiennent. Mais en tant qu'individus, ils font leur poste. Donc, il faut différencier les deux. Exactement, exactement. Et donc, souvent, ces éducateurs, ces assistantes familiales sont véritablement en dépression parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas réellement travailler, elles ne peuvent pas, tout ce qu'elles ont de potentiel humain à mettre au service de la famille, enfants et parents, il y a eu un placement, elles comprennent que l'enfant va revenir à la maison et elles font tout pour, et en fait non, ce sont des croche-pattes à tous les niveaux. Donc un certain nombre sont suffisamment forts pour résister, et quand en venant chez nous, elles se battent au quotidien, elles nous envoient des parents, on peut travailler sur des situations, on présente des avocats qui savent bien les défendre, et dans d'autres cas, elles démissionnent, elles trouvent un autre boulot, elles s'en vont. Alors, on en a parlé avant, j'ai pris mes précautions, vous n'êtes pas une de ces structures apporteurs d'affaires à des avocats, vous n'êtes pas là pour récolter des victimes, les présenter à des professionnels et prendre des commissions. Il ne s'agit pas du tout de ça, on va le dire, c'est important parce que ça existe aussi. Ouais. C'est très très clair, nous sommes des bénévoles, nous ne demanderons jamais de subventions et nous ne prendrons jamais de part financière sur les affaires, c'est-à-dire les situations pour nous, les affaires pour les avocats que nous pourrions porter. Alors, notre action petite question sur véritablement de travailler. D'accord. On a un petit souci avec les parents qui On a eu un petit souci de réseau et d'internet. J'en profite pour placer une question. On verra au montage si jamais on garde ou pas la petite rupture de faisceau que nous avons eue. Qu'est-ce qui a fait que vous, Jean-Claude Gianotta, pourquoi est-ce que vous êtes président aujourd'hui pour nos enfants? Qu'est-ce qui a fait quel est votre rôle, votre posture, votre parcours? Pourquoi? Alors effectivement, je ne suis pas le premier président de l'association. L'association a eu comme conseil d'administration un certain nombre de personnes que je ne connais même pas moi-même. La présidente, oui, Isabelle Mervoyer, la première présidente, et puis les difficultés de relations humaines qui existent souvent dans des groupes ont fait que le premier conseil d'administration est tombé. Et à ce moment-là, Pierre Verdier, qui est à l'origine également de la naissance de cette association, donc Pierre Verdier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ancien directeur de DAS, ancien directeur de DAS qui a écrit aujourd'hui 35 livres, donc auteur, où il analyse le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance dans laquelle il a travaillé et qui est devenu avocat, donc au barreau de Paris, pour prendre la défense des enfants et des familles. Donc, est venu me chercher en me disant, bon, Jean-Claude, on se connaissait parce que j'avais organisé des colloques déjà, notamment celui en 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris, avec France Initiative Justice. Et voilà, il m'a demandé si, dans l'idée de lancer cette fédération, je voulais bien prendre la présidence. Et après avoir étudié cela, j'ai accepté. Alors, petite question, je vois passer régulièrement, et j'ai tenté de le faire moi-même, il y a une dizaine d'années maintenant, des projets pour essayer de mettre ensemble les acteurs sous une bannière commune. C'était d'ailleurs à l'époque le grand rêve d'équité parentale, lorsqu'on a fait nos actions en se plaçant tous le même jour, à la même heure, en faisant quelque chose devant les professionnels durant leurs heures de travail, avec un logo commun et une étiquette commune, en essayant de rassembler tous les acteurs. Est-ce que vous avez regardé ce qui existait avant ou qu'est-ce qui fait que... Enfin, je veux dire, on est nombreux à avoir essayé, on est assez peu nombreux à avoir réussi, mais lorsque vous êtes créé, est-ce que vous avez regardé ce qui a été fait avant ou est-ce que vous partez de zéro ? Alors, comme je vous ai dit, quand Pierre Verdier est venu à ma rencontre sur ce projet, j'avais déjà une dizaine d'années
on va dire, de travail, où j'essayais de comprendre comment fonctionnait l'aide sociale à l'enfance, parce que je suis tombé des nues lorsque j'ai été témoin d'un enlèvement d'enfants à la naissance. Et je me suis dit, soit j'interprète mal les choses, mais connaissant la jeune maman qui était concernée, une maman de 18 ans à peine, qui avait été également enfant placé à l'aide sociale à l'enfance, et le papa aussi d'ailleurs était un ex-enfant placé, je me suis dit, il faut que je comprenne. Et pour comprendre, j'ai adhéré aux ADEPAP, j'ai adhéré à la FED, Racine en l'air, c'est-à-dire les enfants réunionnais, et donc je suis rentré dans différents types d'associations pour véritablement comprendre de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'était que ce placement et le placement abusif. Pourquoi ? Alors donc l'analyse, je la faisais forcément au contact de toutes les structures que je connaissais. Dès le départ, par exemple avec Sylvie Castro, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a écrit Rafle d'enfants en 2015. Elle est passée ici, effectivement, sur nos antennes. Elle est passée ici, voilà. Nous organisions des colloques, des mini-colloques, etc. Juste, pardonnez-moi, j'ai plus de batterie, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis sur chargeur. Mais... Ah, attention, il nous reste plus de 15 minutes à faire. Vous m'accordez une seconde ? Oui, donc je vais essayer de meubler un peu ce direct pendant que Monsieur Jean-Claude Ganota, président de Unis pour nos enfants, vient ce soir nous parler des problèmes des placements d'enfants. Alors, Pierre Verdier n'est pas un inconnu, c'est le vice-président, il a écrit un certain nombre d'ouvrages, et si vous suivez un peu les actualités, Jean-Claude Ganota est passé sur divers médias dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour faire de la communication par rapport à cette association. Êtes-vous revenu avec nous ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, je pense que le problème est réglé. D'accord. Je vous entends bien, Stéphane. Très bien, allez-y. Voilà, et donc dans ces actions que nous avons tenté de mutualiser par essence, nous avons bien compris que beaucoup d'associations en fait étaient organisées autour du parent qui avait donc été victime de ce placement abusif, et peut-être avec un niveau de désespoir, de difficulté. Quand on souffre soi-même de ce qu'on traverse, c'est pas toujours facile d'aller chercher les autres et de se réunir. Et c'est pas toujours facile. Et aussi, on a pu constater que les personnes ont tellement de douleur que parfois elles considèrent qu'elles sont au centre et elles sont seules légitimes. Alors, néanmoins, nous avions eu une action vis-à-vis du ministère. Donc, nous avions tout de suite à un article qui était paru dans le Figaro, où on interrogeait Charlotte Cobel, donc la ministre déléguée auprès d'Elisabeth Borne, de la première ministre, et qui ne reconnaissait pas le placement abusif. Sauf que maître Christine Serrada venait de sortir son livre « Enfin, le placement abusif, une justice sous influence », et c'est ce livre qui a fait référence. On ne parlerait plus à partir de là de savoir est-ce qu'on avait le droit de dire abusif, indéterminé, injustifié. Enfin, il y avait tellement de discours sur le terme qu'il fallait mettre. Bon, maintenant, un livre était édité. Et à partir de là, nous avons demandé un rendez-vous. Et c'est le directeur de cabinet de Charlotte Cobel, donc Sébastien Gallois, qui nous a reçus. Et pour ça, nous avons voulu entraîner l'ensemble des associations. Nous avions fait un courrier de demande et 15 associations ont signé ce courrier. Donc 15 associations, c'était déjà assez important pour se dire nous sommes au moins d'accord sur une action. Et c'est un peu comme ça que nous voyons la fédération, construisant des actions et à partir de ces actions, travaillons ensemble. Une action, par exemple, aujourd'hui, une de nos adhérentes souhaite mettre en place une cellule au niveau municipal pour précéder des informations préoccupantes qui arrivent à la CRIP. Alors c'est très audacieux. La cellule de recueillement de l'information préoccupante serait filtrée par cette cellule locale qui, elle, ne dépendrait pas du département, dépendrait de la mairie et des aides juridictionnelles qui sont données, des aides judiciaires qui sont données au niveau local. Eh bien, à partir d'une action comme celle-ci, par exemple, nous allons promouvoir cette action et demander aux autres associations
celles qui veulent contribuer à cette action. Ça peut être donc une action très organisationnelle comme celle-ci, qui est directement liée à la politique, mais ça peut être l'organisation d'un événement. Nous avons par exemple prévu au mois d'octobre, le 23 et le 24, à Saintes, dans la ville de Saintes, un premier colloque de l'ensemble des associations qui pourrait lancer officiellement la fédération. Et bien sûr, nous allons construire cet événement dans lequel nous espérons rassembler plusieurs centaines de personnes. Nous allons le co-organiser avec les associations. Alors, donc, Unis pour nos enfants, on a vu où on était l'origine. Vous êtes venu dans ce combat parce que vous avez été témoin de quelque chose de très brutal. Une jeune maman de 18 ans à qui on a pris son bébé en pouponnière. C'est des choses qui sont... Et d'ailleurs, je fais encore une petite digression là. On se rend compte que l'ASE, une fois qu'on est rentré dans l'ASE, anciennement la DAS, on a l'impression qu'on n'en sort jamais parce que le nombre de témoignages que j'entends d'enfants placés qui, une fois arrivés à l'âge adulte, ont des enfants et se voient retirer leurs enfants tout simplement parce que ils étaient déjà, eux, des enfants placés. C'est un nombre qui est assez impressionnant et hallucinant, en fait. Oui. Le placement à la naissance, effectivement, concerne les parents qui ont été enfants placés. Il concerne aussi de plus en plus les mamans qui ont fait leur bébé toutes seules, donc avec des PMA. Il concerne les mamans qui ont déjà des enfants placés. Oui. Donc, elles ont des enfants placés, donc l'enfant à naître, il est déjà programmé pour être placé à la naissance. Et les mères isolées. Moi, j'ai des témoignages de mamans isolées qui changent de département, qui viennent accoucher, et à la maternité, on se rend compte qu'elles ont toutes seules, que personne ne vient les voir, personne ne vient les visiter, et là, les services sociaux arrivent et commencent à poser des questions. Et après, ça tourne mal, et ils leur prennent leurs enfants. J'ai plusieurs témoignages par an pour ça. Ouais. En fait, il y a chez eux un catalogue des failles humaines, on va dire, qui sont des difficultés, mais qui représentent le trait de l'humanité. Un humain est un être vulnérable, forcément. Eh bien, on utilise ces failles pour justifier le placement, oui, de manière systématique. Okay. Systémique, je devrais dire. Alors, dans votre action, il y a aussi beaucoup de communication. C'est ce qui vous spécifie. Il y a des associations qui sont plutôt dans, comment dirais-je, comme celle de la semaine dernière, essayer de faire du soutien aux parents. Vous en faites aussi, mais vous êtes placé aussi. Vous êtes passé sur des médias qui avaient un certain calibre. Vous avez un site internet avec de l'actualité et la centralisation d'informations. Vous organisez de l'événementiel en essayant de faire venir du monde dedans. Actualité, écoutez, il nous reste 12 minutes, on va parler un petit peu d'actualité. On va parler de l'affaire Louis, après tout, là, qui est aussi intéressante, qui est un enfant qui a été placé. Et puis on se rend compte effectivement qu'une fois qu'il a été placé, il ne bénéficiait quasiment plus d'aucune protection, et maintenant il est mort. Effectivement, l'aide sociale à l'enfance a usurpé ce mot, et la dite protection de l'enfance également. Ça, on ne voit pas en quoi l'enfant est protégé. On isole l'enfant de sa cellule familiale qui, de toute façon, même lorsqu'elle est dysfonctionnelle sur certains points, protège l'enfant au moins en partie, mais la partie protectrice, on ne lui permet pas de continuer à protéger cet enfant. Une fois que l'enfant est isolé, c'est-à-dire il est dans une famille d'accueil ou dans un foyer, dans une MEX, dans un ITEP. Ou tout simplement en fugue et livré à lui-même, comme beaucoup. Voilà, officiellement, il est mis dans une structure. Là, on ne tient jamais compte de sa parole. C'est-à-dire que on voit bien, nous les témoins, parce que non seulement on a des parents qui viennent nous voir, mais on a des enfants, c'est-à-dire mineurs, qui sont placés, qui nous appellent et qui nous disent, voilà ce qui m'arrive, je veux rentrer chez ma mère, on ne veut pas me mettre en contact avec elle, je veux rentrer chez mon père. Et cette séparation est véritablement instrumentée, elle est voulue, elle est organisée. On se retrouve avec des enfants isolés. Le point important, c'est qu'ils sont isolés. On enlève le père, on enlève la mère, on isole les enfants, chacun dans une bulle complètement isolée. Et en fait, après, c'est... Et donc, imaginons ce que peut vivre un enfant dans son fort intérieur lorsqu'il n'a plus aucun signe de protection. Il part en live. Il n'a plus rien, il est perdu. Il est perdu. Et donc, quand on est perdu, eh bien, alors... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de diagnostics, TDAH, TSA, avec des sigles, etc. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on les a à l'origine ou ils sont provoqués après ? Combien d'enfants sont sous administration de médicaments extrêmement forts ? On a des anxiolytiques, du Risperdal, de l'Antarax, de la mélatonine. Donc, on les médit
on les médique de façon violente, alors que le symptôme n'est lié qu'à la séparation de l'enfant avec sa famille. À partir de là, vous avez, voilà où je veux en venir, vous avez des enfants qui sont extrêmement perturbés parce qu'ils n'ont pas les liens nécessaires de connexion avec les archétypes paternels et maternels. Absolument, oui. Qu'arrive-t-il dans ce cas-là? C'est pas pour défendre les criminels aujourd'hui que je dis ça, mais les enfants placés sont fracassés. C'est-à-dire que on peut avoir des réactions extrêmement violentes, et ces 5 jeunes hommes qui ont commis ce crime ne sont pas les premiers, et malheureusement, et c'est ce qui nous fait peur, ne sont pas les derniers. Quand on fait la liste de tous les soi-disant terroristes, ils sont tous passés par la DAS, que ce soit les frères Kouachi, que ce soit Mohamed Merah, et je ne vais pas vous lister tous, mais les tueurs en série, etc., sont des enfants qui ont été détruits par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est ce message que demain, dans la manifestation, nous voudrions partager, l'aide sociale à l'enfance, en séparant l'enfant de sa famille, de ses proches, de ses racines, détruit le psychisme de l'enfant. Et c'est extrêmement important. Bon, mais les résultats ne sont pas en leur faveur. L'aide sociale à l'enfance produit... Louis est mort de la séparation imposée de ces enfants de leur milieu naturel. Et puis surtout, du fait que les enfants, une fois placés, n'ont plus aucune protection des couvertures juridiques. Si, par exemple, dans le cas de Louis, là, il avait déjà été agressé, il avait déjà eu des problèmes, mais il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de plainte. Une fois qu'il est en bout de chaîne, qu'il est arrivé à l'ASE, ils n'ont plus de droit, on ne peut plus se plaindre qu'ils ont été violés, on ne peut plus se plaindre qu'ils ont été tabassés, il n'y a plus de recours, il n'y a plus de justice pour eux. Dans ce cas, en plus, c'est une vengeance parce qu'il est allé se plaindre de ses agresseurs, je crois, qui sont ensuite venus se venger sur lui. Donc non seulement on n'a pas pris en compte ses droits parce qu'il n'y en avait plus, mais en plus, on a informé ses agresseurs qui s'étaient plaints. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, on informe les agresseurs, mais on n'informe pas les parents protecteurs. C'est ça, voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est du systématique, c'est-à-dire que là, on a un cas extrême où le pauvre Louis en est mort, mais c'est au quotidien. Non, mais lui, on le sait qu'il est mort, mais il y en a un certain nombre. On voit passer des trucs régulièrement. J'ai fait plusieurs enterrements dans le département. Là, il y a un taux de mortalité dans l'aide sociale à l'enfance. On voudrait les statistiques, mais je pense que les gens confrontés à l'aide sociale à l'enfance, que ce soit les parents ou les enfants, j'aimerais bien qu'on ait le taux de mortalité, quand même. On le demande, on l'a demandé à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, à M. Grégory Dubois, qui nous a auditionnés, le nombre de morts des enfants et le nombre de morts des parents. Si vous saviez combien de parents, encore hier soir, la maman me dit, maintenant ça fait 2 ans que je ne vois plus mes filles, elle me dit, Monsieur Gianotta, je pense au suicide. Oui, mais en associatif, on les perd en janvier et en septembre. Ce sont les grandes périodes où les fusils de chasse se mettent à fonctionner, ainsi que les cordes. Oui. Voilà. Et donc, il faut véritablement ouvrir un débat au niveau national. La destruction que provoque l'aide sociale à l'enfance au niveau de la famille et des individus est très forte. Et c'est ce qu'on veut partager demain à la manifestation, c'est qu'il n'y a pas eu un conflit entre des enfants, on va dire bourreaux, et des enfants et un enfant victime. À l'origine, il y a la destruction de ces individus, qui peut prendre plusieurs formes. Les enfants peuvent être violés, les enfants peuvent être prostitués, les enfants peuvent être tués. Ouais. Et nous avons en charge des personnes qui se succèdent, qui sont là pour très peu de temps, qui surfent sur l'actualité. L'actualité, c'est l'affaire Liana. L'actualité, c'est l'affaire Louis. L'actualité, c'est un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et nous avons donc des petits projets de loi qui apparaissent. Et nous en avons notamment un petit nouveau. J'avais fait une intervention sur ça en disant on va encore perdre quelque chose, on va encore se faire avoir, parce que lorsque vous avez l'ensemble des médias qui mettent des messages émotionnels, qui appellent un petit peu au cerveau reptilien, toujours les mêmes phrases, les mêmes photos et autres, pour surfer sur une émotion et qu'une loi apparaît, généralement il faut être méfiant. Et là, cette loi Darmanin qui arrive, vous vouliez en parler également. Eh bien oui, parce que effectivement, quand on lit en diagonale le projet de loi, tout est sécurisé. C'est les termes qui sont dans les 4 titres, 1, 2, 3, 4. On sécurise tout. Ah, il est bien emballé. Il est très très bien emballé. On va dire ça. Il est très bien emballé. Mais quand on regarde à l'intérieur de chacun des articles, on voit bien de quoi il s'agit. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? L'aide sociale à l'enfance rencontre encore quelques grains de sable dans ses rouages.
quels sont les grains de sable? Par exemple, des parents insistent pour exercer leur autorité parentale. Ah oui, il y a des au parents niveau qui se médical. défendent. Il y a des parents qui veulent accéder à leur gosse et avoir des informations. Mon Dieu, ils osent. Ils font des recours. Voilà, ils osent. C'est-à-dire que quand on leur demande de signer un document dans lequel ils ne voient que la ligne de la signature et pas le document, c'est extrêmement fréquent. Ils doivent signer un document vierge sur la dernière page. Alors bien sûr, ils se rebellent et disent ben non, la signature, c'est une signature d'un document entier. Donc, que prévoit le projet Rist-Darmanin? On va très vite maintenant. Tout ce qui était difficulté du point de vue de l'administration va être supprimé. L'aide sociale à l'enfance reprend le pouvoir sur l'autorité parentale des parents, que ce soit pour des raisons médicales, que ce soit pour des raisons de vacances. Là commence la période des vacances. En principe, les parents doivent donner l'autorisation. Est-ce que mon enfant qui est en famille d'accueil X et qui va aller dans une famille relais peut aller dans cette famille relais? Peut-il partir en vacances à 1000 km en voiture? Quel est le risque qu'on l'on prend quand on va transporter cet enfant? Là, c'est le parent encore qui légalement donne l'autorisation. Demain, le parent n'aura rien à dire. Au niveau médical, il y a des adolescentes, 14 ans à peine, on leur demande une vaccination sur le papillovirus, virus, je ne sais pas le dire. Les parents devraient encore pouvoir décider de la vaccination. Avec le nouveau projet de loi, ils n'ont plus de possibilité. Et enfin, l'adoption. Aujourd'hui, on ne s'embêtera plus. On ne laisse pas un enfant qu'on a considéré ne pas pouvoir revenir dans sa famille. Et en considérant cela, on sait bien que c'est le problème de l'évaluation des situations qui est complètement faussée. Aujourd'hui, les rapports mensongers sont une réalité. L'incompétence notoire des personnes qui évaluent les situations est de mise. Et au lieu de travailler sur l'amont de l'évaluation, eh bien, on va aller vite. Et puisque on a décidé de ne pas faire revenir l'enfant dans la famille, on va le faire adopter. Et ça, c'est pour tous les enfants qui sont pris à la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans. Ça vient d'Amérique du Nord, et ça vient aussi depuis le Covid, des problèmes qu'il y a pour l'adoption à l'international. Et malheureusement, il y a des classes aisées qui n'ont pas d'enfants et qui ont besoin d'avoir... Enfin, c'est immonde, mais il y a un marché de l'adoption qui est demandeur. Oui. Oui. Il y a un marché de l'adoption qui souffre de l'adoption internationale qui ne peut plus se faire et qui va trouver un gisement dans ce marché-là. Avec un affaiblissement des pouvoirs du JAF, qui était le seul plus ou moins contre-pouvoir qu'on avait par rapport au juge des enfants. Ce sont plus nos gosses, ce sont plus nos enfants. Et nous, ce qu'on demande, effectivement, c'est que le juge des enfants s'occupe de la délinquance juvénile et que toutes les affaires et les situations de la famille soient traitées par le juge aux affaires familiales. Et où il y a un vrai contradictoire et où on peut avoir accès aux pièces et avoir une parole. Parce qu'une fois qu'on est face à l'ASE, il n'y a plus de contradictoire et il n'y a plus d'autorité parentale du tout. Jean-Claude Gianotta, comment est-ce qu'on vous joint? Comment est-ce qu'on trouve Unis pour nos enfants? Eh bien, vous allez tout simplement sur le site internet uniespournosenfants.org. C'est très simple, pour les associations.org. Et puis là, vous avez toutes les informations pour nous joindre, pour adhérer, pour participer aux différents événements, recevoir notre newsletter et tout ce que l'on vous propose, et surtout l'assistance que l'on veut vous apporter dans votre situation. Je vous remercie infiniment. Cette interview sera disponible dans la version visuelle sur YouTube pour ceux qui veulent nous voir plutôt que d'écouter. Le podcast sera disponible sur toutes les différentes plateformes. Et écoutez, à la semaine prochaine. La suite des programmes sur RLP. Monsieur Gianotta, bonne soirée à vous. Merci d'être venu. Au revoir. Merci beaucoup Stéphane. Bonne soirée. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.